Jean-Marc Daniel, focus sur les derniers chiffres de l'INSEE sur les inégalités de patrimoine. Les 10% des Français les plus fortunés ont la moitié du total du patrimoine brut du pays. 5% les plus riches, c'est un tiers du patrimoine en France. Est-ce que c'est grave, Emmanuel ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas de chiffres depuis 2021 et on pensait que globalement, les inégalités s'étaient accrues, les prix de l'immobilier avaient continué à monter, puis il y avait eu le Covid qui avait quand même créé pas mal d'inégalités. Et donc la nouvelle, qui est assez rassurante quelque part, c'est que les inégalités ne se creusent pas tant que ça. Sauf que le point le plus intéressant, moi je trouve, dans ce travail de l'INSEE, c'est que on a une assez forte redistribution au niveau des revenus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tant que ça d'inégalité au niveau des revenus. Vous avez cité le chiffre très intéressant, 48% du patrimoine appartient aux 10 Français les plus riches, mais ces 10 Français les plus riches ne touchent que 25% à peu près de l'ensemble de ce que l'INSEE appelle le niveau de vie distribué en Français. Et donc, ça veut dire que la politique de redistribution... Ça marche. Je vous redonne pas les chiffres. 18 l'écart entre... Si on prend les salaires, uniquement les salaires entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est 18 fois. Si vous rajoutez la redistribution, c'est 7 fois. Et si vous rajoutez toutes les prestations sociales, infrastructures, écoles, etc., c'est 3 fois. Non, ce qui est stupéfiant, c'est quand même l'écart au niveau des patrimoines et que surtout, ces inégalités de patrimoine se creusent avec le temps. Elles se creusent entre les générations, entre les jeunes et les vieux, et elles se creusent au sein de chaque génération, entre les vieux, puisqu'il y a vraiment ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas, globalement, sachant que ceux qui sont propriétaires sont aussi ceux qui héritent, et que presque les 2 tiers de ces patrimoines, c'est de l'immobilier. Et donc, il est urgent, alors pour terminer, c'est entre 60 et 75 ans qu'on est le plus riche, globalement. Donc, en gros, il est urgentissime que cet argent qui ne travaille pas, travaille à nouveau. Alors, je sais que Jean-Marc va dire qu'il faut sans doute faire travailler les jeunes, mais moi je pense qu'il faut aussi faire travailler davantage l'argent des vieux. Jean-Marc. Oui, ça voudrait dire que ce patrimoine est sous forme d'argent. En fait, c'est pas la redistribution qui marche, c'est le fait que dans le patrimoine, qui est tel qu'il est évalué, effectivement, il ne génère pas des revenus très importants, puisque toute une partie du patrimoine, c'est de l'immobilier. Il est illiquide, en fait. Il est illiquide. C'est de l'immobilier. Le terme parle de lui-même, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un appartement dont la valeur double, votre revenu, lui, il change pas. Et donc, vous avez une forme de creusement des inégalités de patrimoine qui est totalement inerte par rapport à la réalité de ce que vous vivez. Il faut le vendre. Et donc, c'est de l'enrichissement passif. Oui, c'est de l'enrichissement. Quand vous êtes mort, parce que vous êtes mort. Voilà, alors il faut le vendre. Il y a un certain nombre de gens qui vous disent que de toute façon, effectivement, comme il est détenu mécaniquement, c'est à la fin de sa vie surtout qu'on est propriétaire, puisqu'on a emprunté progressivement, on devient propriétaire. Au moment où toute la génération des célèbres boomers va arriver en fin de vie, ça va se transférer et donc Et là, on va toucher la plus-value immobilière. Voilà, et là, on va toucher la plus-value. Les droits de succession qui s'annoncent sont absolument faramineux. L'État va faire une espèce d'opération d'aubaine parce qu'il va récupérer des droits de succession. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va trouver les moyens de payer ces droits de Jean-Marc, ça va être doublement mal utilisé. Puisqu'on va avoir, parce que cet argent, Jean-Marc va pas me défendre que ces taxes qui vont rentrer dans les caisses de l'État vont être bien utilisées, et ça va être du patrimoine immobilier qui va revenir à des plus de 60 ans, qui vont encore avoir un patrimoine immobilier. Mais pour faire des donations, etc. Ce serait ça l'enjeu, bien sûr, bien évidemment. Et donc, faire des donations, en réalité, sur l'immobilier, la technique que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est le viager. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, on rend le patrimoine, en l'occurrence, liquide. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est le fait que effectivement la déformation du patrimoine donne une vision de l'état de richesse du pays qui est une vision qui est fausse. Ouais. Grosso modo, effectivement, les revenus, je prends un exemple simple, les retraités, les boomers qui sont détenteurs de patrimoine important, au même moment, la DARES, au moment même où l'INSEE publiait ça, la DARES a fait l'état des lieux de ce qui s'est passé l'année dernière, et elle dit que donc sur les retraites, il y a l'indexation sur l'inflation, mais sur le salaire, il y a eu un gain de pouvoir d'achat de 0,9%. C'est-à-dire que les retraités ne sont toujours pas associés à la croissance, alors que les salariés sont associés à la croissance. Et donc, vous avez une vision dans laquelle, effectivement, vous avez cet enrichissement inerte, cet enrichissement dont vous ne subissez
dont vous ne bénéficiez sous aucune forme, qui donne l'impression que vous êtes particulièrement privilégié, alors qu'en réalité, l'économie est en train de se dérouler à côté de vous. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est de réfléchir derrière cette articulation entre le revenu et le patrimoine à comment est-ce qu'on peut susciter vraiment de la croissance économique et non pas se focaliser sur le mécanisme qui est une partie du patrimoine, de toute façon, est par nécessité extérieur à la dynamique de croissance. Le pouvoir d'achat des salariés progresse, je veux bien, mais enfin, il y a une autre étude qui est sortie en début de semaine qui vous dit que la France est une exception parce que c'est le seul pays dans lequel le taux d'activité augmente, dans lequel l'emploi augmente et où la pauvreté augmente en même temps. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, chez nos voisins, dans les pays anglo-saxons, quand vous travaillez plus, quand le niveau... Ça rémunère pas assez. Quand la quantité de travail dans le pays est plus élevée, eh ben, il y a moins de pauvreté. Là, en France, on a à la fois plus de travail et plus de pauvreté. Et puis les retraités ont été en partie pour ces foutues questions d'immobilier. Oui, non, les retraités sont augmentés à hauteur de l'inflation, alors que les salariés, ils ont l'inflation plus du gain de pouvoir d'achat. Et ça prouve, de ce que vient de dire Emmanuel, que c'est à l'inverse de ce qu'il disait au début. C'est-à-dire que la pauvreté, elle se mesure pas dans l'absolu, mais en situation de comparaison par rapport à la distribution des revenus. Et si la pauvreté augmente en France, c'est parce qu'effectivement, les inégalités de revenus ont plutôt tendance de nouveau à se creuser en France. Ça ne veut pas dire qu'il y a un appauvrissement physique et un appauvrissement perçu dans la vie quotidienne des gens, mais simplement par rapport à leurs voisins, ils gagnent moins que ce qu'ils pourraient espérer. Des augmentations individuelles pour les retraités aussi, comme dans les entreprises, au mérite. Pour ceux qui ont bien gardé les enfants ou... mais alors après, il y a les services que rendent les retraités, mais c'est quand même une des principales sources de bénévolat. Il faudrait les rendre marchands. C'est une des principales sources de bénévolat, les retraités. Vous n'allez pas rémunérer quand même les grands-parents pour les gardes d'enfants. Non, je refuse de rentrer dans ce système. Merci à tous les